Bonjour Hendrik, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Hendrik, tu es député des Bouches-du-Rhône, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Si je t'ai invité, c'est pour parler de ce qui se passe à la France Insoumise, de ce qui se passe à gauche, de toi, comment est-ce que tu vois la situation et les voies et moyens pour s'en sortir. Mais je t'invite aussi, et c'est pas sans lien, parce que tu as publié un livre qui s'appelle Le Capital, c'est nous, aux éditions Hors d'atteinte. C'est un gros et dense opus dans lequel tu essayes tu réfléchis en fait à la situation, à la manière de qualifier le monde tel qu'on est en train de le vivre et aux outils pour essayer de justement le transformer, émanciper le peuple. Et justement, ma première question, c'est ça, comment est-ce que tu qualifies le moment que l'on est en train de vivre en France et peut-être même dans le monde, politiquement et socialement. Oui, c'est nécessaire, je pense, de parler aussi du monde, vu la situation qu'il y a actuellement à Gaza. Puis on est là en pleine crise internationale très grave, avec des crimes de guerre et des bombardements incessants. Il y a plus de 10 000 morts presque maintenant à Gaza. Donc je vais commencer par la question de la situation mondiale. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je pense que c'est que globalement, on est dans un moment que j'ai qualifié de populiste. C'est le dernier chapitre de la première partie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'étais jeune, on disait en gros qu'on était... on vivait les années 30 au ralenti. Je ne sais pas si tu as connu ce genre d'expression. Moi, j'ai quand même singulièrement l'impression que tout s'accélère et qu'on est à un moment où la crise des subprimes en 2008, on a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine, là on a la guerre donc en Palestine, et on a une situation avec une progression d'extrême droite partout sur le globe. Et donc globalement, on est dans un moment que moi je qualifie populiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des impasses au capitalisme actuel, et c'est ce que j'essaie de décrire dans le livre, une impasse écologique, une impasse sociale, avec une explosion des inégalités, et que ces impasses, qui sont, pour le dire autrement, des contradictions du système capitaliste et dans son développement actuel, aboutissent finalement à une perte, en fait, d'hégémonie, en fait, des classes dominantes. Qu'est-ce que je mets derrière ça ? C'est que, globalement, les gens dans la rue n'adhèrent plus au récit du travailler plus, pour gagner plus, pour consommer plus, et puis à la fin pour polluer plus. On sent bien qu'il y a une perte de sens dans les métiers, on l'a vu encore après le Covid. Donc on est dans ce moment en fait de flottement. Et ce moment de flottement, ça se traduit comment en France et comment dans le monde ? Alors, dans le monde, je redis juste un mot sur la Palestine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est fondamentalement la conséquence de situations qui n'ont pas été résolues depuis très longtemps. L'occupation en Cisjordanie, l'apartheid aussi en Palestine, et puis Gaza, qui était une prison à ciel ouvert, et maintenant qui est un cimetière à ciel ouvert. Bon, mais cette situation en Palestine, elle n'est pas complètement à décorréler de la situation écologique, parce que fondamentalement, la situation particulière d'Israël est liée à, et moi j'ai toujours dit, elle est liée finalement à la situation de l'importance des énergies fossiles. Fondamentalement, si les États-Unis et l'Europe soutiennent autant Israël, c'est que dans la région, c'est un allié fidèle et pour l'accès aux énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole. Donc fondamentalement, on n'a pas résolu des problèmes parce qu'il y avait des intérêts globaux, et tout ça est en train d'exploser. Et puis si on regarde les tensions entre la Chine, la Russie, j'en parle quand même beaucoup aussi dans mon livre à un moment donné, et les États-Unis, ces tensions procèdent en fait des limites actuelles du capitalisme. Alors comment ça se décline maintenant en France ? Particulièrement, pour ne pas être trop long, en France, on voit bien que le bloc dominant est de plus en plus affaibli, et on a une situation que Julia Cagé et Thomas Piketty, dans leur livre récent, décrivent comme une tripartition. C'est-à-dire qu'on a un bloc centre-droit, je vais l'appeler comme ça, macroniste, on a un bloc d'extrême droite, et on a un bloc de gauche. Bon. Et finalement, la situation politique est extrêmement instable. D'abord parce que le bloc de centre-droit, qui est le bloc bourgeois, on peut l'appeler autrement, mais qui est celui qui défend le libéralisme économique, le capitalisme triomphant et tout ça, est de plus en plus réduit dans sa base sociale. C'est pour ça que c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire, c'est ce que disent Piketty et Julia Cagé. Et globalement, il faisait 44% au premier tour de l'élection de 2017, il en fait 30%, 35% aujourd'hui, et au profit quand même d'une extrême droite. Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la période la plus récente ? C'est que le fait qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale accroît en fait une forme de illibéralisme.
c'est-à-dire de dérive autoritaire du libéralisme, qui est extrêmement préoccupant parce que ça ouvre une autoroute pour l'extrême droite ensuite. Hein. Donc cette dérive, on le voit bien là dans la période sur la Palestine, avec des attaques qui sont terribles sur le droit de manifester. Hein. On n'a plus le droit de manifester pour exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien et pour exiger un cessez-le-feu. Et quelque chose qui est aussi relativement grave du point de vue des libertés publiques, dissolution des soulèvements de la terre et autres phénomènes. Donc voilà la situation globalement politique. Donc quand on me demande si c'est une situation où pré-révolutionnaire, parce qu'on me l'avait posé la question à Mediapart, ou une situation qui est pré-fasciste, j'avais répondu par une pirouette à l'époque en disant c'est à la fois les deux. C'est-à-dire que fondamentalement, on a des antagonismes de classe qui sont extrêmement forts. Donc si on croit que la réponse à ces antagonismes de classe, c'est d'une politique à la Hollande, on a tort. Je pense que la seule réponse à la hauteur, c'est le rassemblement de la gauche, mais sur une ligne de transformation radicale de la société. Et c'est ce que je décris dans mon livre comme étant l'écosocialisme. Hein. Redonner un horizon écosocialiste, c'est-à-dire un objectif de société, redonner du sens à la société. Avant de parler d'écosocialisme, j'aimerais revenir sur ce que tu dis sur, en gros, le constat qu'aujourd'hui on atteint un peu les limites de la proposition capitaliste. Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer ? Parce que, en vérité, je vois très bien, et tu l'expliques dans ton livre, les limites écologiques, les limites en matière d'accroissement des inégalités. En gros, les classes populaires morflent du fait de ce capitalisme débridé. Néanmoins, j'ai pas tellement l'impression que le système soit véritablement remis en question. Il y a effectivement une poussée des populismes d'extrême droite qui est absolument indéniable, mais ces populismes veulent-ils réellement remettre en question le capitalisme ? Est-ce que c'est de ça dont ils sont l'expression ? J'en suis pas certain. De même, à gauche, il peut y avoir aussi des propositions qui sont faites, mais sont-elles véritablement anticapitalistes, les propositions de gauche, social-démocrates ou à la gauche de la gauche, comme on dit? Est-ce que la proposition de la France insoumise est véritablement une proposition anticapitaliste? J'en suis pas tout à fait certain. C'est une proposition d'accompagnement du capitalisme. Donc, qu'est-ce qui te permet de dire qu'aujourd'hui, on est en train tout à l'heure, tu as parlé de flou, en fait, sur le moment capitaliste. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça ? En fait, il y a deux choses assez distinctes, qui est la situation objective. C'est-à-dire que la situation objective, c'est qu'on a des contradictions inhérentes au capitalisme, qui étaient très bien analysées par Marx, et que je réanalyse et que je réactualise dans mon livre, qui en gros, on ne peut pas continuer à augmenter le taux de profit et l'exploitation des travailleurs, et en même temps, ne pas finalement augmenter les salaires, puisque ça, il faut ne pas augmenter les salaires, hein, c'est pour ça qu'on délocalise, etc. Et en même temps, il faut consommer. Ça, c'est une des vieilles contradictions du système capitaliste qui fait que tu as une sous-consommation globalement par rapport à la surproduction des marchandises. Et ça induit que pour limiter ça, il faut développer le crédit. Et développer le crédit, ça t'amène à la crise de 2008. Donc, ces contradictions-là, en fait, existaient. Voilà. Et il y a une nouvelle contradiction quand même très forte, hein, que moi, je commence par ça dans le livre. C'est que globalement, il est impossible de continuer notre mode de développement plus de 100 ans. Enfin, et c'est la crise écologique, c'est pas juste la crise climatique, c'est le fait que les ressources naturelles sont limitées, qu'on a une extinction de la biodiversité, qu'il y a une pollution globale, et c'est pas, en fait, c'est pas tenable. C'est peut-être tenable 100 ans, peut-être 200 ans, on peut réduire les plus riches qui consomment et les autres consomment pas, mais globalement, c'est pas tenable. Donc ça, c'est des contradictions inhérentes au capitalisme, qui fait qu'à un moment donné, cette proposition d'accumulation infinie du capital, qui fait qu'on produit de plus en plus et qu'on consomme de plus en plus, elle n'est pas durable. Ça, c'est quasiment scientifique, en fait. Et j'en veux pour preuve que des gens qui sont des rapporteurs du GIEC, qui sont des climatologues, qui ne sont pas du tout politisés, le disent. Il y a une incompatibilité structurelle du capitalisme avec la finitude de la planète, sauf aller sur Mars, etc. Mais même ça, en fait, ça ne tient pas. Donc là, c'est quasiment des conditions objectives. Hein. Et elles sont plus objectives encore sur la question écologique que sur la question purement sociale. Bon. Mais ce n'est pas parce que les conditions de la nécessité du dépassement du capitalisme sont là que subjectivement, enfin automatiquement, les propositions politiques sont en accord avec ça. Et il y a plein de façons de résoudre les contradictions dans le capitalisme. C'est simple, c'est socialisme ou barbarie. C'est-à-dire que globalement, maintenant on dirait écosocialisme ou barbarie, mais il y a une possibilité de résoudre partiellement un certain nombre de contradictions, peut-être pas la contradiction écologique, quoique il y a une façon de faire, je l'ai signalé, c'est qu'une infime minorité continue de surconsommer, une immense majorité soit dans la pauvreté et finalement ne consomme pas.
Donc il y a des possibilités pour le capitalisme de résoudre ça, et il y a des solutions, mais qui sont la barbarie, et qui sont, on l'a vu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, fascisme, etc. Donc c'est probablement le cours le plus naturel de l'histoire, fondamentalement. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Alors, donc tu fais une proposition qui est la proposition éco-socialiste, enfin plutôt tu la redéveloppes, puisqu'elle existe. Donc c'est, en gros, la proposition éco-socialiste, c'est écologie, démocratie et socialisme, quoi. Enfin, tout ça mis bout à bout. C'est une proposition qu'on a déjà entendue avec des propositions, la bifurcation écologique, la lutte contre les inégalités, la question de la justice sociale, articuler en fait tous ces différents champs. C'est une proposition qui existe déjà dans le champ politique depuis pas mal de temps, qui a été réactivée, je pense notamment par Jean-Luc Mélenchon autour de 2017-2018. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette proposition, elle est plus intéressante qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou même il y a 20 ans? Alors, je ne sais pas si elle est plus intéressante, mais il y a deux choses qui sont fondamentales, à mon avis, depuis un certain nombre d'années. La première chose, c'est qu'il faut marier l'idée d'égalité, c'est-à-dire l'idée d'émancipation, qui est le projet d'émancipation qui est socialiste, et la question de la préservation de la nature. Donc la question du mariage, de la lutte contre les inégalités d'une part, la lutte pour que chacun vive dignement de son travail, et d'autre part la lutte pour le respect de l'environnement. Donc c'est écologie et socialisme, ça se comprend très bien. Et donc en gros, c'est à la fois lutter contre la prédation du capital sur le travail, pour revenir sur quelque chose d'un peu marxiste, et la lutte pour lutter contre la prédation du capital sur la nature. Bon, ça c'est assez facile. Ensuite, il y a quelque chose dont je traite dans le bouquin, et je ne ferai pas le passer sous silence. Enfin, attends, juste, si je puis me permettre, c'est facile théoriquement. Dans les faits, le fin du monde, fin du mois... Oui, on y reviendra. Est un peu compliqué. On y reviendra, je pense que c'est un objet stratégique très important. Mais si on continue, l'autre aspect quand même qui est important, c'est que moi, le projet émancipateur, c'est le fait que chacun puisse vivre dignement de son travail et soit heureux. Ça veut dire qu'on lutte aussi contre d'autres formes de prédation, et notamment la prédation des hommes sur les femmes, la prédation des hétéros sur les homosexuels, et sur tous ceux qui ont un autre type de sexualité. Donc tout ça, la question des oppressions aussi racisme, etc., est extrêmement assez présente dans mon ouvrage, parce que je pense qu'il faut repenser la question de l'émancipation dans sa globalité. Et donc, le racisme et le patriarcat sont favorisés par le développement du capitalisme, mais lui préexistaient pour un certain nombre de choses, et donc il faut lutter contre toutes les oppressions. Et donc, c'est le mariage de ces trois-là, et d'une méthode. L'éco-socialiste, tel que moi je le conçois, c'est une méthode démocratique. Méthode démocratique, donc c'est la 6ème République à la fois dans la cité, mais je le dis aussi, la 6ème République au travail. Donc c'est l'autogestion. Fondamentalement, l'éco-socialiste tel que moi je le pense, mais ça c'est mise en débat, c'est pas un jacobinisme, c'est pas en gros un État tout-puissant qui déciderait de ce qu'il faut produire et de comment on le produit. C'est remettre le citoyen et le travailleur au cœur de la décision. Donc un projet radicalement démocratique. Donc ta proposition, c'est une proposition révolutionnaire de théorie, enfin, c'est ce que tu développes dans la 3e partie, c'est une théorie révolutionnaire de faire de la politique, quoi. En quoi est-ce que, genre, tu penses, c'est la même question que pour l'écosocialisme, en quoi est-ce que tu penses que, genre, le moment est mûr, en fait, précisément pour porter une proposition révolutionnaire? Alors, je sais pas si... Le moment, il y a quand même un moment de flottement. Donc moi, je pense qu'il y a une attente des gens sur des réponses par rapport aux grandes questions de société, comme notamment la question écologique. Et on le voit avec la jeunesse, quand même, qui est disponible pour une forme de radicalité. Mais surtout, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Fondamentalement, ma question, c'est pas dire c'est le moment et c'est facile et le moment est révolutionnaire. Je sais pas si objectivement il est révolutionnaire. Ce que je dis aux gens, et moi ce que j'ai pris conscience pendant 20 ans de travaux sur l'effet des changements climatiques sur les forêts, c'est qu'on n'a pas le choix. Et à partir du moment où on a des enfants, on se dit on veut pas leur laisser un monde qui ne soit pas vivable. Et je pense que les livres d'Andreas Malm en disent quelque chose. Je me souviens d'un livre qui m'a frappé, parce que même moi qui travaille sur le changement climatique, je n'avais jamais réalisé qu'un certain nombre d'endroits sur la planète, avec l'hypothèse 4 ou 6 degrés d'augmentation, ne seront plus viables. Et notamment toute la partie Irak et Iran. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vivre, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus sortir dehors sans mourir.
Enfin, il faut quand même que les gens aient conscience de ça. Donc si on ne veut pas laisser une planète qui soit une fournaise, avec plus d'insectes, plus d'oiseaux, etc., il faut qu'on rompe avec ce mode de développement. Voilà. Oui, mais malgré le fait qu'on en parle quand même beaucoup, à la fois dans les médias, les politiques, à l'école, de ce problème climatique et écologique et aussi lié à la biodiversité très très grave et très urgent, on peut pas dire que tout le monde soit empreint d'un sentiment révolutionnaire. Et d'ailleurs, tu parles en fait de cette mort certaine du vivant à assez brève échéance. Je pense que tu as tout à fait raison. Mais si on applique ça par exemple à la vie humaine, on sait aussi que genre à relativement brève échéance, on va crever. Ce qui ne nous empêche pas en fait de profiter des moments que l'on a. Et aujourd'hui, comme beaucoup considèrent qu'ils ne sont pas dans un moment où il ne fait pas 50 degrés dehors, on a encore un peu d'eau, etc., notamment les plus privilégiés parmi les citoyens du monde, bon, on va profiter jusqu'à ce que marche s'en suive. J'entends, mais ça nous amène à la troisième partie du livre, qui est la stratégie. C'est-à-dire que fondamentalement, pourquoi l'idéologie actuelle et l'idéologie des classes dominantes, c'est le vieux problème de Marx, l'idéologie dominante et l'idéologie des classes dominantes. Et fondamentalement, on a une minorité qui profite à fond de ce système. Bon, et qui à aucun moment a envie de lâcher le volant. Moi, je prends dans un des chapitres, je prends l'exemple d'un cocaïnomane qui est au volant d'une voiture et qui fonce vers le mur, et nous, on est les passagers de la voiture, et il faut qu'on lui reprenne le volant. Et je pense fondamentalement qu'on est dans cette situation. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt, et je parle de ça aussi, de la servitude volontaire, de pourquoi on a intérêt aussi, les uns et les autres, à se voiler la face. C'est-à-dire à se dire, finalement, la science nous aidera, on y arrivera, etc. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas non plus, tu as dit, la fin de la vie, je le dis au début, je ne suis pas non plus partisan des théories de l'effondrement. Je pense que ça va devenir un enfer, mais on peut encore vivre, il y a plein de dystopies qui l'ont imaginé, donc des Mad Max, ou je me souviens plus d'autres films, mais qui ont imaginé des vies sur Terre beaucoup plus, avec une vie très dégradée. Non, je crois que, moi je fais pari quand même que les êtres humains, si on leur explique bien les choses, et on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat, peuvent décider collectivement de prendre des bonnes décisions, y compris des décisions qui peuvent être dures pour leur confort. Je pense que ça, c'est possible. Mais ça nécessite une chose qui avait été très bien montée par Pablo Servigné, dans ce bouquin notamment sur l'entraide, c'est la question de la justice. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander aux gens qui déjà ont du mal à vivre, à boucler les fins de mois, de faire des efforts, si tu as un milliardaire qui se balade en jet privé. C'est un truc qui n'est pas possible. Et c'est pareil pour l'exil fiscal. Tu ne peux pas demander aux gens, même qui gagnent bien leur vie, de payer plus d'impôts, si tu sais que des très riches ne payent pas d'impôts. Et quelque chose quand même, moi, qui m'a frappé, pendant la campagne présidentielle, on a proposé l'allocation d'autonomie. En tant que responsable du programme sur l'université et la recherche, je peux te dire que c'est quelque chose qui coûte très cher par rapport à toutes les autres mesures qu'on avait proposées. Et Jean-Luc Mélenchon a proposé quelque chose d'assez radical, qui était très, très judicieux, de dire au-dessus de 12 millions, on prend tout, au niveau de l'héritage. J'étais étonné du fait que cette proposition passait comme une lettre à la poste chez les gens. Parce que les gens se disent, ah ouais, on commence à 12 millions en héritage, le reste, on peut bien le donner à la communauté. Donc, l'idée qu'on partage, l'idée de l'égalité, l'idée de la solidarité, ne sont pas des idées si désuètes que ça. C'est ce que j'explique dans toute la partie sur l'éthique, un peu de mon ouvrage. Fondamentalement, les gens sont plutôt partageux. Quand on les sort, on les extrait finalement de la situation dans laquelle on les a mises. Pour autant, malgré cette adéquation, on va dire, des propositions que tu fais dans ton livre et que tu refais là, on ne peut pas vraiment dire que la gauche, qui porte quand même une grande partie de ces propositions, elle vend en poupe en ce moment. Ni dans les élections, ni dans les sondages depuis les dernières élections. Comment est-ce que tu expliques ce hiatus ? Il y a un hiatus, c'est exactement ça le terme que j'ai utilisé, notamment par rapport à l'extrême droite. C'est-à-dire que quand je regarde sur le long terme l'idéologie d'extrême droite, elle ne progresse pas en fait. J'ai tout un chapitre où j'explique ça sur la partie française, où je dis finalement les idées sexistes, homophobes, racistes sont à un haut niveau pour le racisme, mais ne progressent pas. Bon. Et pourtant l'extrême droite progresse.
Et à contrario, les idées, typiquement l'indexation des salaires sur l'inflation, qui est quand même quelque chose qui n'est même pas dans le programme de la NUPES, parce que c'est quand même une mesure relativement, c'est l'échelle mobile des salaires, c'est une idée quand même assez forte d'égalité, ou le fait que les salaires soient encadrés, ou que les loyers soient encadrés, ce genre de choses, finalement, quand on fait des sondages sur ces propositions, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement majoritaires. Donc on a un hiatus entre finalement là où en sont les gens et là où on est, et je pense que le hiatus vient du manque de propositions politiques à la hauteur. Et le hiatus a en partie été comblé avec la NUPES, pas complètement, mais en partie. On était au début d'un processus, je pense, et on va arriver au cœur du sujet là, actuel, mais on était au début d'un processus où on avait trouvé moi je pense qu'on avait trouvé la bonne formule. Je note que tu parles au passé. Oui, on avait trouvé la bonne formule qui était à la fois le rassemblement de la gauche et des écologistes, mais sur une ligne de transformation radicale de la société. Formule qu'on n'a jamais eue en réalité. Même le Front populaire n'était pas ça, et ni Hollande, ni Mitterrand, ni Jospin, d'ailleurs, la gauche plurielle, le centre de gravité était plutôt quand même, en général, dans toutes les cartels de gauche et tout ça, était plutôt sur la force un peu plus modérée. Là, on avait trouvé la bonne proposition. Il n'y a pas que nous, c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné Podemos et le Parti Socialiste en Espagne, on a eu Syriza, toujours maintenant d'ailleurs. Syriza, ils sont au gouvernement, on a eu Syriza en Grèce, on a eu un certain nombre de victoires en Amérique latine, on a eu Bernie Sanders aux États-Unis. Je cite tout ça pour dire que non, la situation n'est pas c'est pas l'explosion de l'extrême droite et la gauche serait absente. C'est pas vrai. Donc on avait cette proposition et moi je pense que, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, les coordonnées n'ont pas changé depuis 2017. C'est-à-dire que fondamentalement, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de radicalité. Avec quelque chose quand même que je voudrais redire, parce que c'est assez fort dans mon livre, c'est que je ne pense pas que les changements de société ne procéderont que des élections. Il y a une vision assez électoraliste des choses, de se focaliser que là-dessus. Je le dis beaucoup dans mon livre, ça procède des élections, des luttes sociales dans les entreprises, donc le rôle central des syndicats, et de ce qui se passe dans la société civile. Moi, j'utilise le terme de société civile comme Gramsci, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc, dans les associations qui sont très variées, et que ce soit des associations écologiques, Amnesty International qui joue là par exemple un rôle important. Et c'est tout ce maillage-là qui fait progresser l'ensemble de la société. Bon. Et là, ce qu'on n'avait pas réussi à faire avec la NUPES, et que la première année est un peu un échec, c'est aussi que le front social et politique n'a pas très bien fonctionné avec les retraites. Il marche un petit peu mieux là sur la Palestine maintenant, là, en tout cas pour samedi prochain, mais sur les retraites, ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais. On a eu les syndicats qui ont réussi à faire une intersyndicale unie, mais on a bien vu que les forces politiques n'ont pas bien dialogué avec. Mais il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que quand tu racontes cette NUPES et cette union de la gauche, tu dis on a réussi à la faire, et moi ce qui m'intéressait, c'est que ça a été fait sur une ligne radicale. C'est le mot que tu as utilisé. Le seul problème, c'est que tout le monde ne se reconnaît pas dans cette ligne radicale. Par exemple, si je prends le Parti Socialiste, si tu leur dis ligne radicale, ils vont te regarder, ils vont faire bof bof. Tu vois, tu prends les associations et les syndicats, tu me parles d'Amnesty International. Amnesty International ne se définit pas comme radical. De la même manière, un des plus gros syndicats en France, la CFDT, qui était pourtant partie prenante de la démobilisation contre les retraites, ne se définit pas non plus comme radical. Donc comment est-ce que tu fais Peut-être qu'une des raisons, en fait, aussi pour lesquelles ça n'a pas marché, c'est que précisément, des tenants de cette NUPES et des tenants de la ligne, on va dire, j'allais dire hégémonique, mais en tout cas, une des lignes principales qui était portée par la France Insoumise, disaient « Bon, ben voilà, c'est la ligne radicale qui a gagné. » Mais le problème, c'est que d'un côté, tu as des gens qui ne veulent pas se reconnaître dans la radicalité qui était portée par haut et fort, et pas forcément dans les faits et dans le programme, mais en tout cas, c'est comme ça que c'était raconté par la France Insoumise. Non, un des problèmes, c'est de voir les choses en termes de lignes. C'est-à-dire que si tu te dis, il y a une ligne radicale, il y a une ligne social-démocrate, etc., tu ne peux pas rassembler tout le monde. C'est pour ça que moi, je préfère parler qu'il y a un front dans son ensemble, social et politique, et qu'il y a un centre de gravité qui est plutôt social-démocrate, ou là, un centre de gravité qui est plutôt vers quelque chose qui exprime une radicalité. La radicalité, c'est quoi? C'est prendre les problèmes à la racine. Donc, pour moi, la radicalité, c'est dire que sur la question écologique comme sur la question sociale, on veut prendre les problèmes à la racine, donc redistribuer largement la richesse et assurer la bifurcation écologique de manière rapide. Bon,
En gros, c'est ça les termes de la radicalité. Alors pourquoi je crois que c'est pas tout à fait ça le problème? D'abord parce que je pense que globalement, le fond de l'air a changé, c'est-à-dire que l'idéologie globalement a changé. Et j'en veux pour preuve deux choses. D'abord, globalement, on est souvent d'accord entre nous à l'Assemblée nationale. Moi, j'en veux pour preuve la proposition de loi que j'ai faite sur l'enseignement supérieur et la recherche. C'est moi qui l'ai rédigée. Donc je sais que les termes que j'ai mis, c'est-à-dire notamment la suppression du management toxique avec la suppression de l'Agence nationale de la recherche, bon, c'est quelque chose d'assez technique, mais cette question-là, par exemple, c'était quelque chose qui était dans le programme de la LFI, et quand moi, en 2017, je l'ai défendu, ELV n'était pas d'accord, le PS n'était pas d'accord, et le PC n'était pas d'accord. Ils étaient encore dans une logique d'accompagnement, finalement, des réformes qu'il y avait eu sur l'enseignement supérieur à la recherche, etc. Or là, tout le monde était d'accord avec ça. Bon, politiquement, les choses ont changé. Fort, c'est pas Hollande, mais pas parce qu'il est plus à gauche, lui, mais parce que fondamentalement, les électorats ont changé. Et ce que nous disent aussi les intentions de vote, c'est que la ligne Mélenchon plus Roussel, parce que le PC est quand même dans la gauche du non, si on veut dresser une ligne entre ceux qui sont plutôt pour une transformation un peu forte de la société et ceux qui sont sur un accompagnement du capitalisme, le PC est plutôt de l'autre côté quand même, historiquement. Bon, et ben c'est nous qui dominons, enfin, c'est ces deux personnalités, et puis les autres personnalités qui arrivent, François Ruffin, Clémentine Autain, qui émergent, ce sont des personnalités qui sont issues de la France insoumise. Bon. Donc globalement, je pense que le problème qu'ont eu les autres partenaires, ils avaient intériorisé le fait qu'ils étaient pas majoritaires. Je crois qu'ils l'ont intériorisé après 2022. Le problème, c'était de savoir s'il y avait quand même un espace de dialogue et de co-construction. C'est là où on n'a peut-être pas, nous, assumé notre rôle en tant que force majoritaire, d'essayer de vraiment œuvrer à cette co-construction, à la fois avec les syndicats, mais aussi avec les autres partenaires. Pourtant, on a fait des propositions, hein, l'Agora, on a fait des propositions sur la construction de la NUPES à la base, mais probablement qu'on n'a pas réussi à faire prendre la mayonnaise. Alors tout le monde est responsable dans l'affaire, évidemment, notamment ceux qui voulaient avoir une liste autonome aux européennes, je pense que c'était une erreur, mais globalement c'est ça, à mon avis, qui a posé le plus de soucis. Et sur les syndicats, c'est pareil. Qui eût cru que la CFDT allait tenir à l'intersyndicale jusqu'au bout, et y compris dans des appels qui appelaient au blocage du pays. Faut pas l'oublier. Jamais la CFDT d'il y a 5-6 ans aurait fait ça. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est poussée par ses adhérents. Donc parce que ça pousse à gauche. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, ça pousse à gauche. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est pas vraiment ça qui fait sauter la NUPES. Et je pense qu'il y a la possibilité de rassembler la gauche et les écologistes sur une ligne de transformation forte et radicale de la société. Alors là, tu viens de faire un pseudo mea culpa pour la France insoumise, même si tu as dit que tout le monde était un peu responsable de la situation dans laquelle on était. Aujourd'hui, c'est-à-dire globalement avec 4 forces qui veulent pas trop se parler, et pour l'instant, la NUPES n'existe plus que parce qu'on dit qu'il y a une NUPES, mais dans les faits, elle n'existe plus vraiment. Comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après? Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi qu'existe ou qu'existait la NUPES. À chaque fois que j'interviewais des gens, tout le monde me disait, que ce soit chez les Verts, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, à la France Insoumise, Aurélie Trouvé, Manuel Bompard, Clémentine Autain, etc. Ils me disaient, il faut passer à l'acte 2 de la NUPES. Mais ils me disent ça depuis le mois de septembre après l'élection. Il faut passer à l'acte 2 de la NUPES. Il n'y a pas eu d'acte 2 pendant plus d'1 an. Il y a la question de comment on réinvente en fait le rassemblement. Et ça, on n'y est pas arrivé, mais c'est pas facile. Je me souviens des mêmes débats sur le front de gauche. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait le front de gauche, et comment on fait adhérer les gens au front de gauche, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans aucune des 3 ou 4 forces Là, tu es en train de condamner genre la NUPES à avoir le même avenir que le front de gauche, c'est-à-dire... Non, mais je pense qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a rien d'inéluctable à ça. Mais néanmoins, c'est pas facile. Donc si on n'y est pas arrivé, c'est pas non plus parce qu'il n'y a que de la mauvaise volonté. C'est que fondamentalement, ce n'est pas facile. D'abord parce qu'on n'a pas eu la pression par la base. Et pour des raisons assez diverses, notamment parce que les étapes d'avant avaient fait que les exécutifs, notamment locaux, ne sont pas toujours rassemblés ou pas toujours unitaires, ou n'incluent pas toujours la LFI, typiquement. Donc forcément, il y a des tensions locales, il y a des jeux locaux, enfin, il y a les municipales qui arriveront aussi en 2026, qui font que, globalement, c'est pas si simple que ça de faire vivre la NUPES à la base. Bon. Donc je pense qu'on n'a pas réussi, mais néanmoins, moi je suis de l'optimisme de la volonté. Enfin, fondamentalement, si on veut, il y a 2 possibilités, soit il y a des législatives anticipées, et si on veut maintenir les 150 députés, il faut un accord.
Sinon, c'est le RN qui va rafler une partie de la mise. Et ça, c'est quasi mathématique. Et s'il y a la présidentielle de 2027, si on veut être au second tour et gagner un second tour, il faut qu'il y ait un accord. Bon. Et quels sont les points de désaccord qui restent? Bon, il y a cette question du centre de gravité. Moi, je pense qu'on peut continuer à réaffirmer, au vu des rapports de force politiques, que ça doit être la ligne de transformation plutôt radicale de la société. Et puis après, je pense que ce que nous reproche beaucoup le LV, le PS et aussi le PC, c'est que dans nos prises de parole, on ne donnait pas à voir l'image d'une force qui veut vraiment gouverner. Hein, c'est ce que disait aussi un peu François Ruffin ou Clémentine Autain, c'est-à-dire quand François dit qu'il faut social-démocratiser, voilà. Sauce de misée. Il y a quelque chose de ce registre-là. Et je crois qu'on aurait tort de ne pas l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut se dire, demain, c'est nous qui gouvernons ce pays. Et donc, ça veut dire ne pas maltraiter, y compris idéologiquement, toujours nos adversaires. Parce que dans un second tour, il faut qu'ils votent pour nous, par exemple, sur des législatives. Donc, fondamentalement, il faut passer d'un registre d'opposition à un registre de « on est prêt à gouverner ». Et ça, c'est vrai globalement, mais toutes les forces de la NUPES, on n'a pas réussi à le faire. Voilà. Donc, je pense que la situation est telle que, de toute façon, il faudra remettre l'ouvrage sur l'établi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, bon, on va laisser passer quelques mois, il y aura probablement les européennes, et après on verra comment on remet la question du rassemblement sur la table. Mais de toute façon, elle ne va pas être déconnectée de ce qui va se passer au niveau social. Là, il y a eu la grande mobilisation sur les retraites. Vu la politique de Macron, il est possible qu'il y ait d'autres mobilisations extrêmement fortes, et qui vont aussi nous interpeller à un moment donné. Et d'ailleurs, les syndicats nous ont interpellés à un très grand nombre de reprises pendant la réforme des retraites. Donc, fondamentalement, la question va revenir. Je pense que ceux qui veulent l'évacuer dans un camp ou dans un autre, que ce soit Fabien Roussel ou que ce soit d'autres, fondamentalement, ça va revenir. Parce que c'est dans les coordonnées de la période, on ne peut pas gagner tout seul. Alors, c'est intéressant parce que tout ce que tu racontes sur la NUPES, ses forces, mais aussi ses faiblesses, en fait, se retrouve aussi dans, et c'est la dernière partie de que je voulais aborder dans cet entretien, dans le mouvement France Insoumise. C'est-à-dire, en gros, la possibilité de reconnaître chez celui ou celle qui ne tient pas exactement la même ligne que toi, une part de vérité. Toi, tu dis, et je trouve ça très intéressant, tu dis, chez nos adversaires, il faut aussi, on peut pas passer notre temps à dire que ce sont, qu'en gros, à droite de la France Insoumise, il y a que des fachos, parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils votent pour nous, et puis même, pour une question de vivre ensemble et d'unité nationale, si un jour la gauche de la gauche devient majoritaire à l'Assemblée nationale et qu'ils ont la présidence de la République, va bien falloir que tous les Français et les Françaises vivent ensemble. Ça s'applique aussi au sein de la France Insoumise. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est très, très, très tendu. C'est-à-dire que, en gros, critiquer la ligne, pour le coup, je tiens à ce vocabulaire, la ligne portée par la direction est synonyme de trahison. J'en veux pour preuve ce qui se passe par exemple autour de Raquel Garrido, qui est députée de la France Insoumise, qui est une des initiatrices, qui est une des fondatrices de ce mouvement, et qui, parce qu'elle a critiqué, mais pas non plus de façon outrancière, hein. La ligne qui était portée par Jean-Luc Mélenchon, ça lui vaut à la fois des oukases de la part de ses camarades qui sont proches de la direction ou membres de la direction, et une convocation, alors pour l'instant il y a, comme elle le dit, pas de motif, pas de lieu, mais une convocation, en gros pour qu'on, ou bien lui remonter les bretelles, ou au pire, je sais pas, peut-être même la virer, j'en sais rien, je sais pas comment on vire quelqu'un de la France Insoumise, mais peut-être que c'est possible. Donc, comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à cette ambiance que l'on sait particulièrement délétère au sein du mouvement? Alors déjà, je pense que si on dit qu'on a besoin de rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de transformation radicale, on a besoin que le pôle principal il soit en bonne forme. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut que la France Insoumise soit forte, qu'elle se renforce même, et qu'elle ne s'affaiblisse pas. Et là, il y a aussi une question qui a été un problème de métamorphose. Hein. C'est comme la chenille qui doit se transformer en papillon. C'est-à-dire que la France Insoumise a été pensée comme un outil électoral pour que Jean-Luc Mélenchon gagne en 2017 et puis ensuite aussi en 2022. Il faut qu'elle se transforme pour être un outil finalement sur le long terme
qui s'inscrit dans le champ politique du long terme pour être cette force qui défend l'écosocialisme, qui défend le projet, en fait, qui est la bifurcation écologique, qui est inscrit dans l'avenir en commun. Attends, mais ça, tu es en train de dire que la France Insoumise, c'est pas déjà, depuis le début, une force qui propose ça et qui propose la 6ème République ? Si, elle propose ça. Mais on voit bien qu'il faut qu'elle fasse une métamorphose parce qu'elle était surtout pour que ça puisse gagner une élection présidentielle avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il faut qu'elle s'inscrive dans une durée qui est 10, 15, 20 ans. Moi les horizons, même si l'histoire nous mord la nuque, il y a un risque du Rassemblement national, et je voudrais y revenir après, hein, qui peut gagner les élections en 2027, même s'il y a ça qui est là comme qui nous tiraille, fondamentalement, moi je suis pour qu'on construise des organisations qui soient là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Moi j'ai été adhérent de la CGT est fondée en 1880, ou je ne sais plus comment exactement, le PC c'est 1920, voilà, on est quand même sur des organisations qui ont su, génération après génération, former une nouvelle génération et s'ancrer dans les territoires, etc. Moi c'est ce que j'aspire, c'est ce que je souhaite pour la France Insoumise. Bon. Et ça n'est pas possible sans fondamentalement deux choses. Un, le respect d'un pluralisme, parce que quand un parti devient, ou une force, puisque c'est pas un parti, la France Insoumise c'est un mouvement, quand un mouvement devient aussi massif et aussi central dans la situation politique, mécaniquement il y a des divergences parce qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie, on n'est pas d'accord sur la tactique, c'est la vie politique. Bon. Et donc il faut que le pluralisme puisse s'exprimer, sans qu'il soit sanctionné. Et d'autre part, il faut derrière qu'on puisse prendre des décisions. Et que ces décisions ne procèdent pas finalement d'une décision venant de gens qui décident parce que historiquement c'est eux qui ont mis en place tout ça, comme Jean-Luc ou comme les gens qui actuellement dirigent la France Insoumise, mais que ça procède d'une souveraineté en fait des insoumis. Sinon il n'y a pas de structure qui demeure durable sans cette mécanique de souveraineté. C'est-à-dire qu'y compris, tu parlais d'une sanction pour Raquel, je rappelle quand même qu'il y a eu une sanction pour Adrien Quatennens, donc il y a déjà eu toute une procédure. Ça, c'est par le groupe parlementaire. Ah mais là, c'est le groupe parlementaire aussi sur Raquel, donc c'est le même, on est dans le même cas, en fait. Et donc, il y a eu une sanction pour Adrien Quatennens, et si elle a été acceptée par toutes et tous, c'est parce que le groupe a décidé de s'organiser, a eu 2 votes, et la sanction a été appliquée, mais elle procédait d'une souveraineté du groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le groupe a décidé que c'était 6 mois, pas plus, pas moins, etc. Et donc il faut qu'on retrouve à l'échelle de la France Insoumise, puisqu'à l'échelle du groupe c'est facile, on est 75 députés, donc heureusement qu'on fonctionne démocratiquement, qu'on arrive à se donner des règles. Bon. Mais à l'échelle de la France Insoumise, pour l'instant, c'est pas encore totalement ça. C'est ce qu'on a défendu nous en tant que gauche éco-socialiste depuis le début. Qu'il y ait une démocratisation plus forte de la France Insoumise, un rôle plus fort donné aux militants de base, avec, moi je pense, la nécessité d'avoir une adhésion, c'est-à-dire d'avoir des adhérents qui peuvent décider. Voilà. On a une convention au mois de décembre, je pense qu'on va continuer à porter ces débats-là en tant que gauche éco-socialiste. Voilà, donc moi je pense que ça c'est devant nous, c'est inévitable. Mais moi, ça fait longtemps que j'interviewe des insoumis et des insoumises, et qu'à chaque fois, c'est les critiques que tu fais, et quand je dis longtemps, ça se compte en années, hein, ça fait 5, 6 ans, en fait, que les critiques que tu fais reviennent. Et ça change pas. C'est-à-dire que, et même, je vais même te dire, fondamentalement, lorsque je lis les notes de blog de Jean-Luc Mélenchon ou que je l'écoute, j'ai même plutôt l'impression qu'il affirme ne pas vouloir changer, et que c'est même important en fait que la France Insoumise ne soit pas justement un mouvement où puisse y avoir des courants. C'est quelque chose qui a été balayé d'un revers de la main, parce que ça serait plus assez efficace, etc. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien que Hendrik Davy et d'autres portent l'idée du pluralisme et de la souveraineté des militants et des militantes, mais si la direction n'en veut pas, et que ça bloque, enfin, je veux dire, comment est-ce que la théorie que tu proposes, au bout d'un moment, va devenir une réalité pour le mouvement insoumis ? En politique, je ne sais pas faire autre chose que de la conviction. Et si j'ai voulu écrire ce livre, qui est Le Capital, c'est nous, c'est notamment parce que quand j'ai lu L'Ère du peuple, sur la partie... il y avait 2 choses qui me dérangeaient, et qui me dérangent toujours
quand j'écoute un peu Jean-Luc, je suis d'accord avec 90% de ce qu'il peut dire dans son livre, hein, donc faites mieux. Mais il y a la question du fonctionnement démocratique, hein, ou gazeux, et il y a la question des médiations, c'est-à-dire la relation aux syndicats, la relation aux associations. C'est les deux points. C'est pour ça que j'ai tout un chapitre, toute une partie du livre sur ces questions stratégiques, du rôle des syndicats, du rôle des associations et du rôle de la démocratie. C'est-à-dire comme question stratégique. La démocratie, c'est stratégique. La démocratie comme projet de société, mais la démocratie comme outil dans nos organisations. Bon. Moi, je ne sais pas faire autre chose que de la conviction vis-à-vis de mes camarades. Bon. Après, fondamentalement, le débat n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que nos organisations sont issues d'une histoire où les organisations avaient des formes, des partis. Je rappelle quand même dans mon livre que la bureaucratisation des partis était déjà critiquée par Robert Michel en 1910, dans ces années-là, qui était donc un ancien du SPD qui a en gros critiqué en fait la bureaucratisation qui existait. Et donc fondamentalement, cette critique des partis, elle est très forte dans la société. Donc Jean-Luc, quand il a sa position, c'est pas une position qui est la position de Jean-Luc, c'est fondamentalement la critique du vote, la critique de la décision après des assemblées générales, etc. Elle est forte, elle était forte à Alternativa, elle est forte dans Extinction Rébellion, elle était forte dans le mouvement altermondialiste. Donc fondamentalement, ce débat-là, qui a traversé le mouvement altermondialiste, je rappelle, et puis j'ai en discuté avec des camarades d'attaque, il y a eu la période Cassen, il y a eu... Donc cette question de comment on s'organise, comment on rénove notre fonctionnement politique, elle est pas nouvelle. Voilà. Et donc Jean-Luc a eu le mérite de faire une proposition qui était très innovante par rapport à tout ça. Moi, je vois les limites de cette proposition innovante pour construire dans la durée longue. Voilà, c'est ce que moi je dis. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais il faudra trouver les moyens de décider. Et ça repose, ça se mord un peu la queue, parce que ça se repose, tu le sens bien quand tu le dis, ça repose la question un peu démocratique, parce que si c'est juste un tel dit ça et un tel dit ça, comment les insoumis décident ? Bon, s'il n'y a pas d'adhérents, je ne vois pas comment ils décident. Donc moi, je continue à faire ce travail de conviction, et je ne simplifie pas les débats, hein, ça serait Raquel qui n'est pas gentille, un tel qui n'est pas gentil, ou c'est Jean-Luc. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de stratégie politique. Et Jean-Luc a des arguments quand même solides à nous mettre en face, puisqu'il a déjà fait 12%, 17,5% et 22%. Donc bon, voilà, moi je essaie de faire un travail de conviction, et c'est pour ça que j'ai écrit quand même un livre qui pèse son poids, pour essayer d'expliquer que non, si on veut travailler sur le très long terme, on a besoin d'organisations démocratiques, et on a besoin du rassemblement de la gauche et des écologistes, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Toute dernière question. Tu es aussi membre de la gauche éco-socialiste, donc qui est un petit parti avec quelques centaines d'adhérents. Pourquoi ? C'est quoi ce truc ? Ça sert à quoi ? Vous allez où ? Comment vous vous situez par rapport à la France Insoumise ? Fondamentalement, on est dans la France Insoumise, puisque c'est né finalement d'une scission avec Ensemble qui avait un pied dedans, un pied dehors de la France Insoumise, donc c'était pas forcément lisible. Donc la première chose, c'est on est dans la France Insoumise parce qu'on veut construire une gauche de transformation sociale, et on pense que là où elle se construit, c'est dans la France Insoumise. Bon, ça c'est notre premier point. Deuxième point, c'est que fondamentalement, on se donne comme horizon le dépassement du capitalisme, la lutte contre le patriarcat, la lutte contre le colonialisme et la lutte contre le productivisme. Donc on retrouve les éléments que je t'ai décrits jusqu'ici. Et dernier élément, c'est que dans la France Insoumise, effectivement, on défend l'idée du pluralisme politique, l'idée de la démocratie, l'idée qu'il faut renforcer les processus démocratiques dans la France Insoumise. Voilà, c'est ça notre carte d'identité, en fait. Hein. Et je pense que ce que je dis là, au travers du livre, la réponse un peu collective de ça, c'est la gauche éco-socialiste. C'est-à-dire de dire, tous ceux qui pensent qu'il faut à la fois renforcer la France Insoumise, essayer de construire une société éco-socialiste, mais en même temps, il faut que dans la France Insoumise, essayer de défendre le pluralisme et la question du renforcement de la démocratie, ils peuvent adhérer à la gauche éco-socialiste, qui est un parti, un micro-parti, tu appelles ça comme tu veux, mais qui fonctionne démocratiquement, qui a des adhérents, des cotisants, etc. Merci beaucoup, Hendrik. Merci à toi.